Les élections européennes, c'est dans un mois, du 6 au 9 juin. Mais les Belges, eux, voteront 3 fois pour les européennes, donc, mais aussi pour renouveler le Parlement fédéral et régional. D'ici là, nous donnons la parole au président des partis belges francophones. Aujourd'hui, Georges-Louis Bouchet, président du MR, le mouvement réformateur, parti libéral classé du centre droit à la droite de l'échiquier politique belge. Bonsoir Georges-Louis Bouchet. Merci d'être avec nous en direct de Bruxelles, dans les studios de notre partenaire belge, la RTBF. Première question, Georges-Louis Bouchet, pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément la vie politique belge, mais qui connaissent la vie politique française, on va dire. Pour faire simple, est-ce que votre parti, c'est un peu la même ligne que celle d'Emmanuel Macron? Après tout, vous faites partie du même groupe politique au niveau européen? Oui, effectivement, on peut clairement résumer le MR dans une position assez proche de celle d'Emmanuel Macron, parce qu'au-delà du groupe parlementaire européen, parce que vous savez que dans les groupes parlementaires européens, il y a parfois un peu de polyphonie, il peut y avoir des tendances différentes. Là, par contre, c'est pas du tout différent. Il y a vraiment une grande proximité. Alors, je ne dis pas que 100% de nos programmes sont identiques, mais en tout cas, sur le rapport au travail, sur un renforcement de la sécurité, sur des enjeux par rapport à la laïcité de l'État, l'énergie nucléaire également. Effectivement, on partage les grands points, les grands thèmes avec le parti d'Emmanuel Macron. Donc, c'est vraiment le bon positionnement si on cherche à faire une comparaison avec la France. Alors en Belgique, on le rappelle, les gouvernements sont toujours des coalitions avec plusieurs partis. Vous êtes d'ailleurs au pouvoir avec les socialistes, les écolos, des partis flamands aussi, comme le parti libéral flamand du Premier ministre belge Alexander De Croo. Est-ce que tout le monde parvient à s'entendre dans ces conditions ? Non, écoutez, on va être très clair. Le gouvernement qui vient de s'achever est plutôt un gouvernement qui a dû gérer des crises, que ce soit la crise Covid, la question de la crise énergétique également. Mais c'est un gouvernement qui n'a pas été en capacité de faire vraiment les grandes réformes profondes et structurantes pour l'avenir du pays. Des réformes qui, en fait, sont nécessaires pour l'ensemble des pays, je dirais, de la vieille Europe, en matière de réforme des retraites, du système social, du rapport au travail, la question énergétique qui est majeure, aussi la stratégie industrielle ou militaire. Sur ces grandes questions, effectivement, les oppositions sont trop fortes pour vraiment aller au fond des choses, ce qui explique d'ailleurs que la Belgique aujourd'hui est un des pays les plus à la traîne pour recevoir le plan de soutien de l'Union européenne suite au Covid, parce que justement la Commission constate que les grandes réformes n'ont pas été faites. C'est la raison pour laquelle nous battons dans cette campagne pour pouvoir avoir une coalition avec moins de partis et surtout plus d'homogénéité au centre droit, plutôt que d'avoir le grand écart qu'on a vécu actuellement avec une polarisation très forte entre les libéraux d'un côté et les écologistes de l'autre, avec aussi une donnée particulière, c'est qu'on a un parti communiste assez puissant en Belgique francophone qui entraîne les sociodémocrates, c'est-à-dire le parti socialiste, de plus en plus vers une radicalité à gauche qu'on ne leur connaissait pas dans le passé. Alors justement, puisque vous parlez de la gauche, non pas des communistes, j'aimerais vous parler des socialistes de Paul Magnette. Le président du PS belge a dit récemment que les libéraux, donc vous étiez les boulets du gouvernement. Bon, il a nuancé ses propos quelque peu après. Si vous êtes un boulet, les socialistes sont quoi à vos yeux ? Bon, écoutez, je sais que maintenant Paul Magnette a pris une habitude un peu d'insulter tout le monde. Donc il insulte les communistes, mais il court après eux pour faire des majorités alternatives au Parlement. Il nous insulte également. Moi, je ne vais pas qualifier le PS de façon insultante. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est le vrai parti conservateur. C'est-à-dire que le Parti socialiste ne veut pas de réforme pour activer les demandeurs d'emploi. La Belgique, et en particulier le sud de la Belgique, c'est-à-dire la Wallonie et la région bruxelloise, sont parmi les régions avec les plus faibles taux d'emploi de l'Union européenne. Et donc la Belgique fait partie des 5 pays européens avec les plus faibles taux d'emploi. Comment vous l'expliquez ? Que la France, mais pour une raison simple, nous avons le chômage à vie et nous avons une telle couverture sociale que pour bon nombre de personnes, il est plus intéressant financièrement de rester inactif que de travailler. Et donc, le programme du MR, on a d'ailleurs un bureau fédéral du plan qui évalue les programmes. Une des conclusions, c'est que nous sommes le parti qui incite le plus au travail. Donc, pas de réforme sur le travail avec le PS, pas de réforme en matière de pension, pas de réforme de la fonction publique, pour une raison qui est très simple, c'est que le PS défend sa clientèle électorale, c'est-à-dire les fonctionnaires, les anciens fonctionnaires retraités qui ont des régimes de pension qui aujourd'hui sont difficilement soutenables, en tout cas pour le futur, et par ailleurs les inactifs. Un sondage a indiqué que le Parti socialiste avait près de 60%
60% de ses électeurs, entre 60 et 70%, qui étaient inactifs. Ouais, Georges-Louis Boucher, vos détracteurs, comme d'ailleurs les détracteurs d'Emmanuel Macron en France, disent qu'il y a une tendance à culpabiliser celles et ceux qui sont à la recherche d'emploi. En revanche, il y a aussi de nombreux Belges qui ont un travail mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, notamment avec cette inflation galopante. D'ailleurs, la lutte contre la pauvreté, c'est la préoccupation première des citoyens en Europe. Le pouvoir d'achat également. En Belgique aussi, on imagine ? Oui, le pouvoir d'achat est clairement la première préoccupation, mais l'enjeu en Belgique, il est différent. Donc, il n'y a pas de culpabilisation des personnes inactives. Au contraire, on sait très bien que nos organes de mise à l'emploi et de formation sont défaillants. Ça commence déjà dès l'école, d'ailleurs. C'est pour ça que dans notre programme, on a une réforme importante de l'enseignement, de la formation professionnelle, donc vraiment de l'accompagnement. Mais il faut aussi également revoir notre système social qui, aujourd'hui, est devenu un piège, en fait. Donc, les gens ne font pas un choix nécessairement d'être inactifs par plaisir, mais ils le font pour des raisons pécuniaires, parce qu'encore une fois, le travail ne paye pas assez mais et l'allocation paye pour vivre de son travail. On a vu les agriculteurs, notamment à Bruxelles, et les tracteurs, en disant on travaille 70 heures par semaine, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Comment faire si vous remportez les prochaines élections ? L'enjeu, il est très simple, c'est la baisse de fiscalité. Aujourd'hui, la Belgique est championne du monde de la fiscalité. On se bagarre d'ailleurs assez souvent avec la France. Nous sommes premiers au monde sur la fiscalité sur le travail. On est dans le top 3 européen sur la fiscalité sur le capital. Et donc, il faut baisser l'impôt. La proposition du mouvement réformateur, c'est une baisse de 10 milliards d'euros sur un budget global de 170 au niveau fédéral. 10 milliards d'euros d'imposition en moins pour mieux récompenser en particulier les bas et moyens revenus. Je vous donne un simple exemple. En Belgique, l'allocation sociale minimale, elle est d'un peu plus de 15 000 euros par an. Or, vous commencez à payer de l'impôt dès que vous gagnez un peu plus de 10 000 euros par an. Qui vous dit que les patrons vont jouer le jeu ? Qui vous dit que les patrons vont jouer le jeu ? Parce qu'en fait, baisser les charges, ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu en France, notamment. Ça n'a jamais fait baisser de manière massive le chômage. Alors, c'est pas exact. Chez nous, sous le gouvernement de Charles Michel, qui est aujourd'hui le président du Conseil européen, eh bien, nous avons été jusqu'à plus de 220 000 postes d'emploi créés par une politique de baisse de fiscalité et de baisse de charges. Mais surtout ici, ce que j'évoque, c'est une baisse d'impôt sur le revenu. Et donc, les patrons n'ont rien à faire en la matière. Et aujourd'hui, nous avons en Belgique 200 000 vacatures. Par exemple, la société publique de transport de personnes en bus, eh bien, cette société cherche 450 chauffeurs, n'arrive pas à les trouver. Notre société de gestion électrique cherche plusieurs centaines de travailleurs sans pouvoir les trouver. Et donc, les patrons n'arrêtent pas de nous dire, nous avons des emplois à proposer et nous n'arrivons pas à trouver des travailleurs. Encore une fois, parce que la différence entre l'allocation sociale et le travail est trop faible, voire parfois inexistante, raison pour laquelle on veut baisser la fiscalité sur le travail pour que le salaire poche soit plus important. Mais pour ça, il y a une condition. Il faut, 1, réduire les dépenses de l'État et 2, il faut plus de gens au travail. Raison pour laquelle, d'un côté, il y a la carotte, mais il doit aussi y avoir le bâton pour créer un cadre qui est plus juste que le cadre actuel. Et pour être plus juste, pourquoi ne pas faire payer les plus riches, notamment ceux qui... on va dire, profitent de la financiarisation grandissante de l'économie. Il y a d'ailleurs des patrons dans le monde, notamment aux États-Unis, qui sont prêts à jouer le jeu. Mais écoutez, moi, je peux comprendre les patrons américains qui veulent payer plus d'impôts. S'ils sont installés au Delaware, où l'impôt des sociétés est de 0, je peux comprendre qu'ils veuillent payer de l'impôt. Mais quand vous habitez dans le pays le plus taxé du monde, que vous avez acquis votre argent via votre travail, taxé à 50%, via un précompte mobilier, taxé à 30%, vos revenus immobiliers, taxés entre 30 et 40%, je pense que vous avez donné assez d'impôts. Et donc, c'est vrai que l'idée de la gauche, c'est de rajouter encore 20 milliards d'impôts dans le pays le plus taxé du monde. C'est une pure folie. Alors certains disent, oui, mais faisons quelques milliards sur les plus riches. Ben, je vais vous dire, vous aviez l'ISF en France. Alors il y a eu beaucoup d'épisodes où on l'a supprimé, remis d'une autre manière. D'ailleurs, nous vous remercions d'avoir l'impôt sur la fortune en France parce que grâce à vous, nous avons plusieurs milliers de Français qui sont venus habiter à Bruxelles et qui ont rénové de très belles maisons, qui consomment en Belgique et qui nous ont apporté beaucoup de richesses. Alors moi, j'ai juste pas envie que ces gens, finalement, se déplacent à Londres dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Je préfère les garder à Bruxelles parce que heureusement qu'ils sont là pour contribuer aux finances publiques belges. Alors juste un mot de politique intérieure encore et après on passe à l'Ukraine. Est-ce que ça inquiète les francophones de voir que côté flamand, le parti d'extrême droite, le Vlaams Belang, pourrait devenir le premier parti lors des prochaines fédérales ?
Bien sûr, ça inquiète, mais ça inquiète tout autant de voir des communistes avec le PTB, qui est l'équivalent de Jean-Luc Mélenchon, également dans le top 3 au niveau francophone. Et donc, c'est l'extrême gauche, l'extrême droite. On a un peu un paysage à la française qui est en train de se dessiner, malgré les spécificités de la Belgique, où vous avez une extrême droite plutôt flamande, qui est très haute, une extrême gauche plutôt francophone, qui est très haute. Et donc, c'est la polarisation à l'extrême, c'est la perte de confiance dans les partis traditionnels par des discours menace convenus. Plus l'unité de la Belgique que les partis de la gauche radicale que vous avez cités, j'imagine. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, l'unité de la Belgique n'est pas une menace réelle. Pourquoi ? Parce que l'expérience catalane en Espagne a quand même fortement refroidi le mouvement flamand en Belgique, puisque la démonstration a été faite que les autres États européens ne seraient pas prêts à reconnaître une indépendance. Et donc, oui, on peut discuter d'autonomie accrue éventuellement, mais le maintien de la Belgique en tant qu'État est acquis aujourd'hui. Il y a plus grand monde dans le paysage politique, en tout cas plus personne du paysage du premier plan qui ose parler d'indépendance quand on a vu l'expérience catalane. Mais effectivement, le programme de l'extrême droite, il est un peu semblable à celui de la France. C'est-à-dire que c'est la faillite de nos pays. Ils proposent des réductions d'impôts, mais ils proposent des augmentations d'allocations. Et donc, le programme ne tient pas du tout la route sur le plan socio-économique. Quand vous dites celui de la France, vous parlez de qui ? Du pendant du Vlaams Belang ? Du programme du Rassemblement national qui est identique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les extrêmes droites européennes obtiennent toujours le même cocktail. C'est-à-dire que c'est une politique très à gauche, en fait, sur le plan économique, avec beaucoup d'allocations, mais dans le même temps, ils disent qu'ils vont quand même baisser les impôts, et une politique à droite sur l'immigration et la sécurité. C'est un cocktail détonnant et surtout toxique pour les pays. Alors, sur le temps file, hélas, on n'a pas beaucoup de temps. Sur l'Ukraine, une dernière information qui nous est parvenue aujourd'hui. Accord de principe des 27 pour utiliser les avoirs russes gelés. Présidence belge de l'Union européenne qui l'affirme. Vous validez ? Oui, bien sûr, je valide et ces moyens doivent pouvoir servir non pas à combler des trous budgétaires dans les différents États, mais à soutenir l'effort militaire de l'Ukraine. Au surplus, le président de la République française a dit qu'il ne fallait rien exclure, en ce compris l'envoi de troupes au sol. Je partage exactement ce point. Bien évidemment que c'est une extrémité que nous devons éviter. Nous devons éviter de la façon la plus absolue. Mais entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et ce qu'il faut éviter de façon, par contre, certaine, c'est la victoire de la Russie. Merci. Et donc, si le seul moyen à terme pour éviter la victoire de la Russie est d'envoyer des troupes au sol, alors il faudra le faire. Merci beaucoup, Georges-Louis Bouchet, président du MR, le mouvement réformateur en Belgique. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde. Et nous aurons donc l'occasion d'avoir également vos homologues des autres partis francophones en Belgique.